Un pistolet mitrailleur. Un homme qui s'enfuit sur un scooter. Un visage casqué. Ce sont les images inédites de Mohamed Merah, le tueur au scooter qui a endeuillé la France en mars 2012. Ici, le terroriste se contemple devant un miroir à l'entrée d'un immeuble où il a prévu d'assassiner 2 militaires. Il se filme grâce à cette caméra miniature sanglée autour de son torse. Dans l'ascenseur, il charge son arme. Un mini-Uzi de fabrication israélienne. Le terroriste avance dans le couloir. De la main, il indique 2, le nombre des cibles qu'il compte abattre. Nous sommes le 18 mars 2012. Heureusement, ce jour-là, les 2 militaires visés sont absents. L'équipée meurtrière de Mohamed Merah a commencé une semaine plus tôt. Le 11 mars, à Toulouse, sur le parking de ce gymnase, le maréchal des logis Imad Ibn Ziaten est assassiné d'une balle dans la tête. Le 15 mars, à Montauban, le tueur frappe à nouveau. Les caméras de surveillance de ce bar-tabac et du distributeur de billets vont filmer le drame. Mohamed Merah avance l'arme à la main. Il tire. Les témoins paniqués se réfugient dans le tabac. Sur cette image, à droite, le tueur s'enfuit. Les caporaux Abel Chenouf et Mohamed Legouad sont tués à bout portant. Un 3e militaire, le caporal Loïc Libert, est grièvement blessé. Le matin du 19 mars à Toulouse, il est 7h55, Mohamed Merah se dirige vers l'école juive Ozara Torah. Cette fois, ses victimes sont pour la plupart des enfants. Myriam Monsonego, 8 ans, Arié et Gabriel Sandler, 6 et 3 ans, et leur père Jonathan sont tués de sang-froid. Brian Bijawi, un lycéen de 16 ans, est lui grièvement blessé. Le meurtrier, Mohamed Merah, est un jeune Toulousain de 23 ans. Comment et pourquoi ce jeune Français a-t-il basculé dans la barbarie ? Pour essayer de comprendre, direction Toulouse. Notre première étape, le cimetière de Cornebarieux, où est enterré Mohamed Merah. Le cimetière est situé au nord de la ville. À son extrémité, le carré musulman. L'homme qui s'approche vient se recueillir ici pour la 2e fois. Abdelghani Merah est le frère aîné du terroriste. À l'écart des autres tombes, une sépulture anonyme. La terre a été retournée, des pierres sèches forment un cercle. C'est la tombe de Mohamed Merah. Voilà. On a eu ce qu'il voulait. La mort. Ça vous fait quoi de revenir sur la tombe de votre frère, Abdel? Il voulait mourir, et il était attiré par la mort, certes, mais il n'avait pas emporté cette autre vie avec lui, quoi. C'est ça le plus qui me dégoûte quand je le vois. La première chose que je vois, c'est les visages des victimes. Après, Mohamed, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas encore à réaliser qu'il est sous terre, quoi. Pour moi, le Mohamed, le petit garçon que j'ai connu, l'enfant gentil, l'adolescent perturbant, oui. Pour moi, il est encore vivant. Ce qui est enterré, c'est un monstre. Un monstre rempli de haine. Le jour de l'enterrement de Mohamed Merah, aucun membre de la famille n'est présent. Seuls quelques amis du quartier et des islamistes notoirement connus à Toulouse sont venus mettre en terre le corps du meurtrier. Abdelghani se recueille sur la tombe de son frère, mais il est lucide sur sa dérive terroriste. Il aimait l'action, il aimait les armes, il aimait tout ça.
Et tout ce cocktail a fait de lui quelqu'un de dangereux, déjà, ça c'est sûr et certain. Et quand les salafistes l'ont récupéré, ils ont vu ce cocktail qui était prêt à exploser. Ils l'ont canalisé. Et par la suite, ils en ont fait une arme. 8 mois après les faits, Abdelghani est toujours en colère. Il a été tué comme un chien enragé et il a enterré comme un chien tout seul. Ça m'a fait de la peine. C'est pas que ça fait de la peine pour mon frère, c'est la situation et tout le reste, ça m'a fait... J'ai eu les boules, quoi. J'avais les boules, je me suis dit, regarde Mohamed, où est-ce que t'en es arrivé? J'ai dit comme ça, j'espère que tes victimes là-haut ne te pardonneront jamais. Je l'espère. Pour la première fois, Abdelghani Merah a accepté de s'exprimer, un visage découvert, devant une caméra de télévision. Cet homme de 36 ans travaillait comme paysagiste avant qu'un grave accident de moto n'handicape son bras droit. Il a connu la délinquance dans sa jeunesse, il a fait de la prison, mais depuis 1998, il s'est totalement rangé. Abdelghani a quitté très jeune le domicile familial car il ne supportait plus la violence qui y régnait. Il forme depuis un couple mixte avec une non-musulmane et il est père d'un adolescent de 16 ans. Abdel a accepté de nous accompagner tout au long de cette enquête. Il veut comprendre pourquoi le Benjamin de la famille a plongé dans la barbarie. Il dénonce l'extrémisme et veut savoir si Mohamed Merah a bénéficié d'éventuelles complicités. La vie du futur terroriste a commencé à 15 minutes du centre de Toulouse, dans le quartier des Izards, peuplé majoritairement de familles gitanes. Nous y retournons avec Abdel. C'est ici que ses parents se sont installés lorsqu'ils sont arrivés d'Algérie. Pour la première fois, Abdel retourne dans l'ancienne maison familiale. Ici, on est aux Trois Cocus. C'est un quartier qui est juste collé aux Izards. Ouais. Et derrière moi, là, c'est le pavillon où on habitait une dizaine d'années. Et on est arrivé ici en 87. Mohamed est né une année après notre arrivée ici. Mohamed Merah est né en octobre 1988 au sein d'une famille d'immigrés algériens installée à Toulouse depuis le début des années 80. La mère, Zulika, ici à droite, est femme au foyer. Le père, qui s'appelle aussi Mohamed Merah, est ouvrier. Il travaille dans une usine à la périphérie de Toulouse. Plus tard, il fera 5 ans de prison pour trafic de cannabis. Le couple a 5 enfants, Abdel, Souad, Aïcha, Kader et enfin Mohamed. Depuis que les Merah ont quitté cette maison, plusieurs familles se sont succédées. Exceptionnellement, les occupants actuels nous autorisent à filmer à l'intérieur. Au premier étage, la chambre où dormait Mohamed Merah. Voilà où mon petit frère Mohamed, où passait la plupart de son temps quand il était petit, à jouer dans ce terrain de foot. Où il passait les 3/4 de sa journée, quand il n'était pas à l'école, à jouer au foot et à faire le polisson, comme j'ai dit moi. Mais le climat familial est violent. Le père frappe régulièrement sa femme, ainsi qu'Abdel, le fils aîné. Mohamed est âgé de 4 ans quand ses parents décident de se séparer. Très attaché à son père, il le verra désormais de plus en plus rarement. Petit, Mohamed, c'était papa du matin au soir. Il pleurait quand il allait au travail. Et je sais qu'à l'époque, mon père, il était obligé de partir en cachette de Mohamed parce que sinon, c'était la catastrophe, il pleurait et tout. Mohamed et ses frères et sœurs sont confiés à la garde de leur mère au terme d'un divorce difficile. Mais la mère n'a pas de travail, elle est seule et sans ressources. En 1995, 2 ans après le divorce, les services sociaux s'inquiètent d'un environnement familial violent et chaotique. Ils estiment que les enfants Merah sont en danger. Mohamed n'a alors que 7 ans et déjà l'aide sociale à l'enfance fait des constats alarmants. C'est un enfant déprimé qui ressent une forte angoisse d'abandon. Il a assisté à de très nombreuses violences familiales. La famille est éclatée, le père est absent et la mère ne vient que rarement voir Mohamed dans ce foyer où il est placé. Quand ma mère le déposait, elle lui disait « Ouais, t'inquiète pas, je viens te chercher le week-end, je vais te chercher le week-end », mais elle le déposait pour s'en débarrasser.
Et elle n'allait jamais le chercher le week-end. C'est ça le truc aussi. Quand il était là, il se barrait, il en avait marre. Quand Mohamed Merah réussit à venir passer quelques jours chez sa mère, il ne trouve pas sa place. Il n'a pas de chambre, ses jouets sont à la cave. Il a 9 ans, en avril 97, quand les services sociaux font part de leur inquiétude, cette fois au juge pour enfants. Mohamed est un enfant en danger par manque d'un cadre éducatif minimum dans lequel l'enfant pourrait trouver des repères stables et cohérents. Christian Ettelin est avocat. Il a défendu Mohamed Merah dès l'adolescence. Lui aussi a remarqué très vite chez le jeune homme des sentiments d'abandon et de frustration. Quand il est placé et qu'on lui refuse, par exemple, d'aller chez lui un week-end ou autre, il y a des réactions d'une virulence extrême parce qu'il ne tolère pas qu'on puisse lui dire qu'il ne verra pas sa mère un week-end, etc. Et il peut, à ce moment-là, dans une rupture totale, devenir extrêmement imprévisible et violent. Imprévisible et violent. C'est ce que tout le monde remarque chez cet enfant qui se distingue déjà par une certaine agressivité. Sa mère est incapable de le gérer. Alors que Mohamed est âgé de 12 ans, ce rapport d'expertise psychologique, réclamé par le juge des enfants, précise que Zulika se plaint du comportement de son fils qui lui fait subir un véritable calvaire. Il me frappait, me mordait, vidait tout le frigo par terre, cassait tout. Je ne peux pas lui parler méchamment, sinon il s'échappe, ou alors il m'insulte devant tout le monde, et j'ai honte. Au domicile familial, il frappe sa mère. Au collège, il se bagarre. Nous avons rencontré Liliane Chanson-Fischbach, l'ancienne principale du collège Bellefontaine, là où Mohamed Merah était scolarisé en 6e et en 5e. Il n'y est resté que 2 années, mais son comportement l'a beaucoup marqué. Elle se souvient de l'adolescent instable et surtout d'une bagarre. Lorsqu'il s'est battu dans la cour avec ses petits copains et que les surveillants sont venus me chercher en me disant il y a une bagarre et on n'arrive pas à calmer. Alors bon, j'y suis allée et j'ai attrapé Mohamed face aux petits camarades. Et ben, c'était lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Et puis au bout d'un moment, non, c'est pas comme ça que tu dois parler. Ça a été un affrontement face à un public. C'était ça. Il vivait dans je vais montrer que j'existe par la négative. Donc je vais affronter l'autorité et on va voir lequel des deux va plier. Un jusqu'au-boutisme qui deviendra au fil des années un trait de caractère chez Mohamed Merah. Son comportement violent et instable gâche pourtant une intelligence qui aurait pu lui permettre d'emprunter une autre voie. Un enfant intelligent qui était capable du meilleur et puis tout d'un coup, sur un rien, il était capable d'explosion, violence, etc. Voilà. Et donc, ça dénotait certainement un parcours de vie, depuis l'origine, très chaotique. C'est un des rares enfants pour lequel j'ai dit qu'il fallait qu'il aille voir un psychiatre. En février 2001, la principale du collège ira jusqu'à signaler Mohamed Merah au procureur de la République. Dans le courrier qu'elle adresse au magistrat, elle conclut avec cette phrase prémonitoire. Mohamed risque de se transformer en un adolescent dangereux au vu de ses capacités intellectuelles. Mohamed Merah a alors 13 ans. Il cherche une figure masculine pour l'aider à grandir. Son père, dealer de cannabis, vient d'être condamné à 5 ans de prison. Il est en détention. Son frère Kader, de 6 ans son aîné, devient son modèle. Mais Kader est particulièrement violent et il s'en prend régulièrement à Mohamed. Il introduit dans la famille une chienne, un pitbull appelé Luna. Mohamed en est fou et Kader ne le supporte pas. Alors il se venge. Kader a essayé à lui donner des ordres au chien de mordre Mohamed. Et le chien, tellement qu'il aimait Mohamed, il s'est refusé, il jouait plutôt avec Mohamed. Et je m'en souviens, Mohamed m'a raconté ça, il m'a dit, Mohamed en a rigolé, s'est moqué de lui. Et là, Kader est rentré dans une rage telle qu'il a battu le chien d'abord. Mohamed a essayé de défendre le chien et après ça a été au tour de Mohamed. Il a mangé une branlée, comme on dit chez nous, mais phénoménale, parce que le chien aimait plus Mohamed que Kader. Livré à lui-même et violenté,
Mohamed Merah ne trouve de réconfort qu'auprès de la chienne. Il lui consacre même un exposé en s'identifiant parfois à la vie de l'animal. Et voilà, c'est ce classeur blanc. Il y a écrit classeur est spécialisé au pitbull américain, staff et bull terrier. Cette race-là, c'est une race de choc. Remarque, attention, avec un panneau de signalisation. Et après, il y a écrit, c'est comme un enfant. Dès qu'il est né, tu le nourris. Entre parenthèses, le sein. Tu t'en occupes à ne pas faire de bêtises, mordre les gens, et voilà. Et il t'écoutera bien. Et toutes ces phrases qu'il a dit là, c'est ce qu'il a vu son frère Kader faire avec ce chien. Rapidement, la scolarité de Mohamed Merah se dégrade. Il change sans cesse de foyer et de collège. Ses résultats s'effondrent. Ses bulletins scolaires relèvent absence à répétition et violence envers ses camarades. Une scolarité chaotique. À la maison, Kader ne se contrôle plus, il a 19 ans et le Benjamin devient son souffre-douleur. En 2003, les coups et les brimades prennent un tour extrême. Je reçois un coup de téléphone de Mohamed, paniqué, en disant « S'il te plaît, Abdel, viens, viens ». J'ai senti paniqué. La première chose que j'ai fait, je suis venu en grande vitesse et j'ai découvert mon petit frère Mohamed, attaché par les pieds et sur le lit et en criant « T'as vu ce qu'il m'a fait, t'as vu ce qu'il m'a fait, cet enculé, t'as vu ce qu'il m'a fait ?» Il m'a mis un casque avec des coups de balai dans le dos. Il a été jusqu'au point de lui donner à manger avec de la nourriture avariée. Kader fait régner la terreur. Il insulte sa mère, frappe ses sœurs. Abdel n'est pas épargné par cette violence. En 2003, après une dispute, Kader lui assène 7 coups de couteau. Il porte encore les traces de cette agression. Une plaie en dessous de l'omoplate, des plaies au niveau du thorax et d'autres sur l'abdomen et les jambes. Abdel échappe de peu à la mort. Kader fera 4 mois de prison. La violence a été banalisée chez nous. On réglait nos problèmes par la violence, par les coups. On savait dire que ça. En 2003, Mohamed Merah a 15 ans. Il est exclu définitivement du système scolaire en raison de ses absences répétées et de son indiscipline. Il va désormais plonger dans la délinquance. 2004, un jeune du quartier des Izards tourne ce clip sur fond de rap. Des images de rodéo sauvage en scooter, en quad et en moto. Sur la plupart d'entre elles, on voit Mohamed Merah. Il a 16 ans. Son frère Abdel le reconnaît formellement. Là, c'est mon frère, Mohamed. C'était son premier scooter. Quand il a été, du moins, ce premier scooter honnête. Il était encore mineur, il devait avoir les 16 ans. C'est lui aussi, ici. Là, c'est Mohamed aussi. Voilà, Mohamed qui est là, qui saute. Là aussi, Mohamed. D'ailleurs, je lui dis, mais t'as pas vu que tu l'as échappé belle? Ça aussi, c'est lui. C'est lui? Ouais. Ah, Mohamed. 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 Là, c'est le deuxième. Et là, c'est lui, là aussi. Il m'a dit qu'il cabrait à 299, 300. Là aussi, c'est lui aussi. C'était un expert de la moto, franchement, ouais. Spécialiste de la moto, amoureux des voitures et de la vitesse, l'adolescent tente même de passer un CAP de carrosserie. Il en fera un métier. Il achète cette épave, une BMW, et la remet à neuf. Il prend la pose sur le capot et frime au volant. C'est sur ces images que la France entière va découvrir pour la première fois le visage de Mohamed Merah. On le voit faire du rodéo sur un terrain vague. Il a alors à peine 18 ans. Nous sommes en 2006. Son nouveau terrain de jeu, c'est la rue. Son univers, ses copains.
et le quartier des Isards. Ce faubourg de Toulouse, haut lieu de trafic, notamment de cocaïne. Quand on visite le quartier de jour comme de nuit, des choufs, ces jeunes guetteurs payés par les trafiquants de drogue, surveillent les entrées et démasquent les intrus. Mohamed Merah enchaîne les délits. Nous avons donné rendez-vous à Malik, l'un de ses anciens complices du quartier. Il a accepté de nous parler, anonymement, des mauvais coups qu'il a partagés avec Mohamed Merah. C'était une personne voilà, qui aimait voler, qui aimait passer à l'acte. Et c'était quel type de vol? Il rentrait dans les domiciles? Il rentrait dans des domiciles, il prenait les clés des voitures, il repartait. Il ne volait que des voitures? Des voitures, voilà, après ça, des magasins. On montait sur des cambriolages, des homejacking. C'était un gars qui n'avait pas peur. Il était prêt à atteindre beaucoup de choses. Mais dites-moi, Mohamed Merah, il était dans quel état d'esprit par rapport aux policiers et à l'autorité en général? Déterminé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il était prêt à tout pour s'échapper. Mais concrètement, il disait quoi par rapport aux policiers? Que ça ne le faisait pas peur, que pour lui c'était un peu un jeu. Les condamnations s'enchaînent. Outrage, destruction de biens publics, violence, vol aggravé, recel. En 7 ans, il passe 15 fois devant le juge. Mais tant qu'il est mineur, il n'est condamné qu'à des peines avec sursis. Jusqu'à ses 18 ans. En novembre 2007, le vol d'un sac à main le conduit une nouvelle fois au tribunal. Et là, tout va changer. Mohamed Merah est majeur, ses sursis tombent. Il est condamné à 20 mois ferme. Merah se retrouve derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Seyss, près de Toulouse. Il est âgé de 19 ans. Il enrage. Ce séjour en prison va être une étape décisive dans sa dérive terroriste. À la fin du parloir, il m'a lancé un truc qui m'a glacé le sang. Il m'a dit, de toute façon, un jour ou l'autre, je ne sais pas comment je ferai, mais je me vengerai contre la France. Mohamed Merah est inquiet car il doit être interrogé sur une autre affaire. Une histoire de homejacking qui a mal tourné. Après une course-poursuite, des gendarmes ont été gravement blessés. L'histoire fait la une de l'actualité. La collision est terrible et le véhicule des gendarmes est projeté 200 mètres plus loin. L'état du véhicule laisse facilement imaginer la violence du choc. 2 gendarmes blessés, un chien policier tué. Dans cette histoire, Mohamed Merah est mouillé jusqu'au cou. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Oui, c'était à l'époque où il y a eu une embuscade avec les gendarmes qui se sont fait percuter. Et il a pris la fuite et lui, il a réussi à s'en sortir et ses complices se sont fait interpeller. Mohamed Merah parle de cette course-poursuite à Abdel. Il s'en vante même. Il était fier parce qu'il savait qu'il était pilote, il a semé les flics et tout. Et surtout qu'il a vu son méfait à la télé, quoi. Ça a dû le faire rendre fier, plus fier. Un dimanche, dans sa cellule, Mohamed Merah regarde la télévision. Il découvre les images de la fameuse course-poursuite à laquelle il a participé. C'est l'affaire du homejacking. À l'époque des faits, l'une de nos équipes tourne un reportage avec les hélicoptères de la gendarmerie. Notre caméra filme la course-poursuite. Nous étions loin de nous douter que le pilote de l'une des 2 voitures allait devenir l'ennemi public numéro 1. À bord du 2e bolide, ses complices vont bientôt percuter la voiture des gendarmes. Ils seront arrêtés. Mohamed Merah, au volant de la première voiture, réussit à s'enfuir et ne sera jamais rattrapé. Devant, une patrouille de gendarmes tente de les ralentir. Ok, ils ont percuté un véhicule, Mohamed Merah n'est pas rattrapé, mais il est tout de même soupçonné. En prison, les gendarmes viennent l'interroger à propos de l'affaire de la course-poursuite. C'est vrai qu'il courait très très cher là parce qu'il y a eu course-poursuite, il y a eu un chien qui est mort, il y a eu une collision. Il avait peur de la peine et Mohamed la prison lui faisait énormément peur. Avant son audition par les gendarmes, alors qu'il cherche une solution pour ne pas être poursuivi dans cette affaire, Mohamed Merah se met à prier. En mars 2012, lors des 32 heures de siège autour de son appartement, il racontera lui-même l'histoire aux négociateurs de la police. Je sais qu'il n'y avait qu'Allah qui pouvait m'aider. Donc je lui ai demandé de m'aider.
Il m'a facilité en me montrant que les gendarmes, ils étaient à côté de leur pompe. Ça a été une preuve d'Allah. Et depuis ce jour-là, je me suis converti sérieusement à la religion. Lors de son audition le 18 février 2008, Mohamed Merah passe à travers les mailles du filet. Ce jour-là, il bascule dans le fanatisme. En prison, il change d'attitude, comme le raconte Kamel, un ancien codétenu. C'était quelqu'un d'assez calme, de réservé. Il faisait sa prière. Les seuls sujets qu'il avait, c'était la religion, quoi. La transformation est rapide. En prison, le délinquant devient salafiste, une doctrine islamiste radicale dont beaucoup d'adeptes justifient la violence et appellent au terrorisme. Mohamed Merah demande à des proches de lui acheter des livres dans des librairies intégristes. L'endoctrinement salafiste est devenu fréquent dans certaines prisons françaises. Merah n'y a pas échappé. Malik, l'ancien copain de Mohamed, confirme avoir été lui-même approché par des détenus salafistes. En prison, justement, il y a des gens qui vous demandent de devenir plus pratiquants? Oui. Mais c'est qui ces gens-là? Je sais pas, ça vient de partout. Il y en a qui viennent de Montpellier, de Nîmes, de Marseille, de Paris, partout. À la dernière incarcération que j'étais à Seyss, il y avait pas mal de barbus. Des barbus qui propagent le discours des idéologues salafistes. Leurs œuvres sont disponibles sur Internet. Tous les forums de propagande les diffusent largement. Ce sont des textes qui incitent à la violence et appellent au meurtre. À partir de l'année 2008, Mohamed Merah commence à tenir en prison des propos effrayants. Il a 20 ans. Je vous avoue qu'à certains moments, il a eu des discours qui étaient plus que bizarres, quoi. De quel type? La phrase exacte, c'était « Avec un camion poids lourd, à ton avis, combien de personnes je peux tuer ?» Ça a été ça, sa phrase exacte. En gros, pour... écraser des gens, je pense. Oui, c'était dans ce sens-là qu'il le disait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne le prenait pas au sérieux du tout, quoi. Mohamed, c'était un gars qui avait un visage d'enfant tendre, quoi. Ça allait pas avec lui, quoi. On se disait, c'est pas possible, quoi. Il raconte n'importe quoi. Il n'est pas sérieux, le garçon, quoi. Quelque part, il vous a trompé, y compris vous, ces anciens codétenus. Oui. Pour moi, il a très bien caché son jeu. Mohamed Merah trompe son monde. En apparence, c'est un détenu modèle. Pendant sa détention, il rencontre le psychologue Alain Penin qui le soumet à une expertise à la demande de la justice. Il me disait à l'époque, bon, j'arrête les bêtises, hein, car il avait fait de nombreuses bêtises, et je m'intéresse à la religion. Donc c'est un petit peu l'amorce de ce changement que moi j'ai décelé en janvier 2009. Les détails de son apparence, son comportement, son regard, les mots qu'il emploie ne permettent pas de repérer des éléments de très forte dangerosité. Mohamed Merah vient de faire une tentative de suicide. Il est admis en hôpital psychiatrique. Il dit alors à sa famille qu'il joue la comédie. Abdel se souvient de la réaction de leur mère. Ma mère lui a dit « Mais mon fils, tu es fou, tu voulais te tuer ?» Et là, il lui a répondu en arabe avec un petit sourire narquois. Il lui a dit « Mais maman, tu sais bien que dans l'islam, c'est interdit le suicide. » Et à partir de là, c'est là où on a conclu qu'il faisait du cinéma. Et il nous a dit aussi j'ai fait ça, c'est pour éviter la prison. Lui, il croyait que le confort des hôpitaux psychiatriques était supérieur à la prison. En réalité, Mohamed Merah est désormais déterminé à entamer une nouvelle vie, celle d'un aspirant terroriste. Sorti de prison en septembre 2009, Mohamed Merah fait tout pour se faire oublier. Désormais, il sera très discret. Il se rend régulièrement dans cette mosquée de Toulouse, celle de Basso Combo, dans le quartier de Bellefontaine, que fréquentent certains de ses amis salafistes. Chaque vendredi, une partie du parking de la zone commerciale est transformée en lieu de prière, avec l'accord de la mairie. Un service d'ordre surveille les lieux et écarte les curieux. Un endroit est réservé aux femmes. L'imam officiel de cette mosquée n'est pas un extrémiste et la plupart des fidèles sont des personnes sans histoire.
Mais de nombreux salafistes se donnent rendez-vous dans ce lieu de prière, surveillé depuis plusieurs années par les services de renseignement. Comme en témoigne cette note d'octobre 2011. L'influence du salafisme croît considérablement dans le paysage islamiste toulousain. Les conférences des théologiens salafistes à la mosquée de Bellefontaine rassemblaient entre 60 et 80 personnes dans les années 2003-2004. C'est plus de 400 fidèles qui participent à ce type d'enseignement en 2009 et 2010. Ces enseignements sont en réalité des séances d'endoctrinement. Mohamed Merah y participe avec l'un de ses plus proches amis, Sabri Esside, un salafiste notoire, arrêté en 2007 et condamné à 6 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Sabri Esside, c'est cet homme barbu au t-shirt gris, filmé lors des funérailles de son ami Mohamed Merah. Sabri Esside appartenait à une cellule djihadiste démantelée à Toulouse en 2007. Arrêté à la frontière entre la Syrie et l'Irak, il tentait avec d'autres jeunes Toulousains de rejoindre les hommes d'Al-Qaïda. Nous évoquions hier soir le démantèlement d'une cellule de recrutement djihadiste pour l'Irak dans le sud-ouest. Plusieurs des personnes interpellées sont des convertis. Les premières déclarations des gardés à vue sont inquiétantes. Ils considèrent le djihad comme la seule voie pour éliminer les mécréants et estiment que certains de leurs camarades arrêtés en février étaient prêts à passer à l'acte en France. Au total, cette cellule comptait une douzaine de djihadistes. Sabri Esside était l'un de ses leaders. C'est lors de cette affaire que les services de renseignement s'intéressent pour la première fois à Kader Merah. Mais il n'y a pas de preuves contre lui, il n'est pas arrêté. Comme son frère Kader, Mohamed Merah est un intime de Sabri Esside. Abdel se souvient de l'amitié très forte qu'il liait Mohamed Merah et Sabri Esside. J'ai senti que c'était un binôme tous les deux. C'est-à-dire tous les deux? Tous les deux, à Sabri Esside et Mohamed, vu la relation qu'ils avaient entre eux, vu comme ils rigolaient et tout, on pouvait que conclure que c'était des bons potes et que c'était un binôme. C'était des complices. Il y avait une complicité. Il y avait une grande complicité même, ça se voyait. Les frères Merah et Sabri Esside sont également très proches d'un autre salafiste. Son nom, Olivier Corel. D'origine syrienne, cet islamiste a francisé son nom. Lors du démantèlement de la cellule djihadiste de Toulouse en 2007, Olivier Corel avait été mis en examen avant de bénéficier d'un non-lieu. Abdel souhaite le rencontrer, car Olivier Corel était le conseiller spirituel de Mohamed Merah. Quelle était réellement l'influence de cet homme? Nous l'accompagnons. Direction l'Ariège. Mohamed était imnubilé par cet homme. Il buvait ses paroles. C'était son maître. Demain, il se prononçait comme prophète. Il l'aurait considéré comme un prophète. Dès qu'il avait un petit problème, il appelait. Et moi, pour provoquer des fois mon petit frère Mohamed, je lui disais, ah, c'est ton gourou, hein. C'est ton gourou. Hein. Le prédicateur salafiste vit au cœur de l'Ariège, à proximité de ce village, un hameau d'une dizaine de maisons. Certains de ses voisins sont des salafistes convertis. Au milieu de la nature, il élève des vaches et des ânes, en apparence une vie sans histoire. De nombreux extrémistes toulousains viennent régulièrement le voir, à commencer par Kader et Mohamed. Pourtant, les policiers ne l'ont jamais interrogé sur l'affaire Merah. Nous filmons la rencontre avec Abdel en caméra cachée. Dans un premier temps, nous ne nous présentons pas comme journalistes. Salam. عرفني؟ Mohamed. Salam. حبيت نفهم خويا. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé خويا. أخي أخوك رحمه الله قتل. Il n'y a personne qui s'est... Et quand je vois mon frère, je vois il a tué des gens. Il a tué des enfants, Khoya. Il a tué des enfants, regarde. Écoute, les enfants qui avaient tué, ils sont au paradis. Hein. Je sais, mais tu crois qu'ils ont demandé à aller au paradis aussitôt? Non. Alors, c'est Rabbi qui décide qui c'est qui doit vivre ou mourir, non? Bien sûr, bien sûr. D'accord? Ils sont passés par tous les journalistes ici pour demander des questions sur la personne qui... Vous avez répondu? Moi j'ai répondu, parce qu'ils voulaient que je parle mal de Mohamed. Je ne pouvais pas parler mal de Mohamed. C'est impossible. Olivier Corel est méfiant, mais il refuse de condamner Mohamed Merah et minimise ses actes terroristes. Nous décidons de nous mêler à la discussion.
Quand il y a des bêtises, des conneries... Mais c'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises, c'est des meurtres, c'est des crimes. Oui, bien sûr, ça reste une bêtise. Non, ça reste des crimes. Une bêtise, c'est une bêtise, ouais. c'est un gamin... Vous êtes plus fort que moi en France. Non, non, c'est pas ça. Non, excusez-moi. Une bêtise, c'est un gamin qui fait une bêtise, on lui donne une petite fessée, on le gronde. Oui, ça, c'est un crime. C'est la faute de tout le monde. Hein. C'est pas... vous accusez maintenant tout le monde qui sont derrière Mohamed. Hein? Et regardez là. Le président de la République, 14 juillet, l'assassin Bachar al-Assad, il était à côté de lui. Donc c'est lui l'assassin. Je ne cache pas le mot. Hein. Moi, ce qui est dans le... C'est Sarkozy l'assassin. Eh bien sûr, c'est Sarkozy l'assassin. Parce que c'est lui qui l'a cautionné et l'a présenté. Voilà. Oui. Et bien sûr, c'est lui. Bien sûr, c'est lui. C'est lui, c'est Clinton, c'est Obama, c'est tout le monde. Ouais. Ah non, là, je suis intransigeant. Hein. Olivier Corel fait des parallèles avec les événements en Syrie. Il fait dévier la discussion pour éviter l'affaire Mera. À la fin de la rencontre, Abdel est à la fois déçu et choqué. Ce qui m'a un peu mis en colère, c'est quand il a dit « T'inquiète pas, pour les enfants, ils iront au paradis. C'est même pas les pauvres, ton frère, c'est un monstre, ce qu'il a fait, c'est horrible. » Non. Non. C'est Kader qui a présenté Olivier Corel à son frère Mohamed. Kader, soupçonné de complicité dans l'affaire des meurtres de Toulouse et de Montauban, est incarcéré depuis mars dernier. Pour sa défense, il prétend aujourd'hui qu'il ne s'entendait pas avec son jeune frère. Pourtant, une grande complicité semble l'unir à Mohamed depuis que celui-ci a rejoint le salafisme durant son séjour à la prison de Seyss. Nous avons retrouvé les petits messages qu'envoyait alors Kader à son frère. Au dos de cette photo, il plaisante sur ses cheveux longs. Derrière cette autre photo qui montre la moto qu'il vient d'acheter, Kader lui remonte le moral et lui conseille de se rattacher à la religion. Voici un autre document exceptionnel. Ce jeune homme, c'est Mohamed Mera. Malgré les apparences, il est déjà radicalisé, un adepte du salafisme. Une partie de la famille entoure le père alors hospitalisé à Toulouse. Nous découvrons Mohamed et Kader, l'épouse de Kader, à gauche leur sœur Souad en discussion avec son père. Ces images tournées en octobre 2009 montrent une évidente complicité entre Kader et Mohamed Mera. Kader est alors connu à Toulouse pour faire du prosélytisme. Il a endoctriné et amené au salafisme plusieurs jeunes, y compris des non-musulmans. Surtout là où il est le plus fier, c'est qu'il en a converti certains qui ne sont même pas nés de père et de mère musulmanes. Ah ça c'était la cerise sur le gâteau pour lui. Ils sont vantés. Ah oui, clairement et fièrement. Kader est surveillé par les services de renseignement car il a effectué plusieurs voyages en Égypte entre 2006 et 2011. Il y a passé plusieurs mois. C'est là qu'il aurait parachevé sa formation idéologique et acquis une certaine légitimité auprès de ses amis toulousains et de certains membres de sa famille. Il en a pris vraiment dans la caboche. Il a dû prendre 20 ans dans la gueule d'intelligence d'un coup. C'est pour ça que je dis c'est Kader, la tumeur, et Kader y est pour beaucoup. Kader aurait joué un rôle décisif dans l'endoctrinement de son frère. C'est ce que pensent les services de renseignement français. Voici la fiche de Mohamed Mera, établie par la DCRI. Mohamed, connu comme délinquant récidiviste, il a fréquenté la mouvance radicale par l'entremise de sa sœur Souad et de son frère aîné Abdelkader. Cette fiche confirme le rôle de Kader, mais cite également Souad Mera, surveillée elle aussi par la police depuis plusieurs années. Souad, la trentaine, était une femme émancipée. Mais au milieu des années 2000, comme Kader, elle rejoint le salafisme. Un ancien ami de la famille Mera a assisté à la radicalisation de Souad et de ses frères. Il a accepté de témoigner tout en restant anonyme. Ça a été progressif dans leur famille. Ça a d'abord été Kader qui a été à fond là-dedans. Souad était seul à ce moment-là, donc il jouait le rôle de l'homme auprès d'elle et il l'a endoctriné là-dedans. Voilà, c'était un engrenage. Chez les Mera, entre Abdelkader, Souad et Mohamed,
Selon vous, qui était le plus extrémiste des trois? Kader. Ensuite? Souad, Mohamed. Mais ils se valent tous. Je les ai tous entendus tenir des propos extrêmes sur la France, sur les gens. Malgré le discours extrémiste de sa sœur, Abdel est resté en contact avec Souad. Mais depuis les crimes de Mohamed Merah, le dialogue est devenu difficile entre eux. Comment la famille a-t-elle pu laisser dériver le Benjamin? Abdel cherche une explication. Allô? Je tenais à vous parler là, toi et à maman. À 2h, ça te va? Il donne rendez-vous à Souad et à sa mère dans un parc de Toulouse. Notre caméra va filmer de loin leur discussion. Souad est méfiante. Moi, je le dis tout haut, tout fort. Même là, ils sont en train d'enregistrer. Je sais pas ce que tu nous as préparé. Je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Mais je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à foutre, tu peux. Abdel dénonce depuis plusieurs années l'extrémisme de sa sœur et de ses frères. Mais pour Souad, Kader n'est pour rien dans le passage à l'acte de Mohamed. Mohamed, il a fait ce qu'il a fait. C'est lui qui a fait tout seul ces trucs. Non, mais là, moi, ça me choque. Non, mais non, je me venge pas. Non, je me venge pas sur Kader. Kader Novembre. Il a endoctriné toi. Il t'a endoctriné à toi l'islam. Non, Kader. Mais avec qui en Égypte? T'es parti avec qui en Égypte? Mais tu sais mieux que moi, subhanallah. Ben si tu veux, bien sûr, mais tu mens, tu caches trop les choses. Moi, je discute pas avec lui parce qu'il... L'ambiance est tendue. Abdel évoque à nouveau l'intégrisme de Kader. Le bon Dieu m'a donné raison. Il m'a dit le bon Dieu m'a donné raison, Yema. C'est pas un discours d'intégriste, ça, Yema? Oh, on est en France, on n'est pas chez Al-Qaïda, Ben Laden. On est en France, mais on est des musulmans. Bien sûr, mais à cause de gens comme vous, on se fait mal voir. Eh ben, voilà, Mohamed, tu crois qu'il a rendu service à l'islam? Il a enfoncé l'islam. Mohamed, il va rendre ses comptes pour lui. C'est pas les gens, il va pas rendre des comptes pour les gens ou quoi que ce soit. C'est chacun sa tombe et chacun ses comptes. Souad ne condamne à aucun moment les crimes de son frère Mohamed Merah. Alors qu'elle quitte le parc, elle affiche clairement ses convictions. Si tu veux, vas-y. La suite de la discussion va se dérouler en dehors du champ de notre caméra. Moi, j'ai des doutes sur ta parole, c'est ce que tu as dit à la morgue. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit, vas-y. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit tu pleurais de joie, pas de tristesse. Et là, j'ai dit, ouais, je suis fière de mon frère, il s'est bien défendu. C'est ça que j'ai dit. C'est vrai, je suis fière, il a combattu jusqu'au bout. Moi, je l'ai dit aux flics. Il m'a posé la question et j'ai répondu, qu'est-ce que tu penses des Moudjahidines? J'ai dit, je pense du bien. Je l'ai dit aux flics, tu crois que je vais te mentir à toi? Je l'ai dit aux flics. Il m'a posé clairement la question, qu'est-ce que tu penses de Ben Laden? J'ai dit, je pense du bien de Ben Laden parce que... Et je l'ai dit aux flics. Aucune ambiguïté, Souad estime que son frère Mohamed est mort en martyr. Abdel poursuit la discussion dans la voiture. Moi, je le dis clairement, je le dis haut et fort. Les juifs, je ne mets pas tout le monde dans le même lot, mais tous ceux qui sont en train de massacrer les musulmans, je ne les aime pas, comme eux, ils ne nous aiment pas, tout simplement. Est-ce que tu vois toutes les injustices qu'il y a, que ce soit les juifs ou que ce soit les Américains, qui font comme injustice dans les pays? Moi, je veux qu'on comprenne, c'est que Mohamed, il a fait des choses que personne n'a pu faire. Il y a une différence. Les Arabes, ils parlent, ils détestent, mais les salafistes ou les talibans, comme tu dis, ils agissent. C'est différent. Ouais. C'est ça. Je vais t'expliquer une chose que les flics connaissent déjà très très bien. Les Sabri, Mohamed, Kader, Souad, toutes ces personnes-là, ils savent très bien qui on est. On soutient les Moudjahidines. On se cache pas. On se cache pas. Ça c'est clair. Mohamed, il est passé à l'acte parce que Mohamed, il a un tempérament. Il pensait comme nous tous, mais lui, il est passé à l'acte. Il a sauté le pas. Chose que tout le monde parle, tout le monde dit du bien des gens qui pensent comme nous, tout le monde dit du bien des Moudjahidines et tout, mais personne n'est capable de passer à l'acte. Et je te vois fier et tu rigoles là et tout. Non. Ah si, mais arrête, t'es fier. T'es fier, Souad. Oui, je le dis, je le répète. T'es bien fier. Je suis fier. De ton frère. Je suis fier. Voilà, fier. Je suis fier. On pourrait penser que ces propos sont tenus sous le coup de la colère ou de la provocation. Mais 2 mois plus tard, Abdel revoit sa sœur. Souad est apaisé, mais son discours n'a pas changé. Mohamed, pour moi, je fais beaucoup de doigts pour qu'Allah l'accepte dans le paradis, tu vois.
par rapport à sa nia qui était de combattre les koufars. Mais dis-toi un truc, Abderrahmane, ils le savent très très bien, le flic, et je le dis aujourd'hui et je le redirai tout le temps. Pour moi, ce qui se passe dans le monde et les musulmans que vous traitez de tekfiri, de salafistes, de tout ce que vous voulez, pour moi, ils sont dans la vérité. Devant leurs amis et leurs connaissances, Souad, Kader et Mohamed tenaient depuis de longues années ce genre de propos. C'est ce que nous confirme l'ancien ami de la famille. Il disait pas je, il disait nous, les frères musulmans, nous, qu'un jour, quand la guerre sainte viendrait en France, il tuerait tous les militaires de France et puis tous les juifs, et que la France deviendrait un pays, un État musulman. Ce discours extrémiste, même le fils d'Abdel, un adolescent de 15 ans, l'a entendu. Il aurait été soumis lui aussi à des tentatives d'endoctrinement. Abdel est persuadé que ses frères, Kader et Mohamed, ainsi que sa sœur Souad, ont tenté d'embrigader son fils. Même pour vous dire, ils ont proposé à mon fils de se ceinturer et de se faire exploser dans le métro, ou d'aller voler une calache, et après, encore, je sais pas tout. Mon fils, au fur et à mesure qu'il me dit, je m'arrache les cheveux de la tête, j'essaie de garder mon sang-froid pour qu'il puisse me dire tout. Mais oui, ils sont dangereux, ces gens. Ils sont dangereux, ils appellent à la guerre. Ils appellent aux actes de terrorisme. Ils demandent à tous les jeunes maghrébins, de nos jeunes maghrébins qui sont perdus, ils leur font ces propositions. Et c'est pas qu'à eux, c'est à des Français, des Espagnols. Ils ramassent ceux qui peuvent ramasser. Durant l'année 2010, Mohamed Merah vend la BMW qu'il avait retapée. Il empoche 22 000 €. Avec cet argent, il commence une série de voyages. Il s'envole en juillet 2010 pour la Syrie et plusieurs pays du Moyen-Orient. Interrogée par la police après les meurtres commis par son frère, Souad affirme qu'elle ignore le détail des mystérieux voyages de Mohamed. Où était-il parti en voyage? Au départ, il m'a dit qu'il était parti en Algérie, mais lorsqu'il m'a décrit ses voyages, j'ai vite compris qu'il me mentait. Pourtant, lors de sa conversation avec Abdel, Souad lui révèle qu'elle connaissait la destination de Mohamed Merah. Et lui, il était chez moi, dans mon appartement, il avait mes clés. Et le jour où il est parti en Syrie, le jour où il est allé, il est parti de chez moi et c'est même moi qui lui ai acheté le billet et tout. Et ce n'est pas la première fois qu'elle ment aux policiers sur ses fameux voyages. En 2010, Mohamed est convoqué pour une affaire de violence volontaire. Souad affirme qu'il se trouve en Algérie. En fait, il est en route pour l'Afghanistan. Sa mère et son père font de même. Tous appellent le commissariat pour prétendre que Mohamed Merah est en Algérie pour raisons familiales. Il le couvre tout au long de ses voyages, mentant aussi à Abdel. Donc tout le monde le couvrait en fait? Tout le monde le couvrait. Tout le monde couvrait ses bêtises et ses voyages mystérieux. Et il a dit ouvertement, pas ouvertement à moi, mais au reste de ma famille, oui, qui cherchait les frères, les vrais frères. Ça, il l'a dit? Oui, il l'a dit, qu'il cherchait les vrais frères, parce que, comme il disait, les frères d'ici n'étaient pas dans le vrai. Le plus qui était dans le vrai, c'est ceux que j'appelle les talibans. Pour retrouver ses frères djihadistes, Mohamed Merah se rend en Turquie, au Liban, en Irak, en Jordanie. Il passe aussi 3 jours à Jérusalem. Puis il se dirige vers l'Égypte, où il rejoint son frère Kader en septembre 2010. Il reste 1 mois au Caire. Avec un petit appareil, il prend quelques photos comme s'il faisait du tourisme. On le voit posant devant les pyramides. Ce sont des images comme celle-ci qu'il montre aux policiers de la DCRI qui l'interrogent sur ses voyages en novembre 2011. Il se gardera toutefois de leur montrer celle-là, où l'on voit son frère Kader en compagnie d'un salafiste. Et cette autre, Mohamed Merah, en compagnie du même salafiste, un long couteau à la main. Ce premier périple s'achève en Afghanistan. Après quelques jours à Kaboul, il est contrôlé le 22 novembre 2010 par la police afghane à Kandahar, fief des talibans. Remis à l'armée américaine, il est renvoyé vers la France. Mohamed Merah est alors inscrit sur une liste noire qui lui interdit de se rendre aux États-Unis. À son retour à Toulouse, en décembre 2010, il se fait discret. Il réintègre son appartement, rue du Sergent Vignier. Un quartier résidentiel et tranquille,
Il habite au rez-de-chaussée de cet immeuble. Mohamed Merah sort très peu. Il passe ses journées enfermé chez lui face à des jeux vidéo très réalistes. Des jeux violents, de guerre et de tuerie. Toujours les armes à la main, il joue en réseau, souvent jusque tard dans la nuit. Son frère Abdel se souvient. Vous pouvez tuer du monde sur la route, tuer la police, rentrer dans les commissariats ou dans l'armée, dans les casernes et tout, dans ce jeu. Et prenez plaisir à faire ça? Oui. Mohamed Merah est fasciné par les armes, les jeux vidéo violents et les films d'action. Il observe et apprend. Abdel se souvient d'une scène que le terroriste regardait en boucle. Tous les films qu'il regardait, Mohamed, c'était que des films d'action, des films policiers, films de guerre, où il y a actuellement que des armes. Regardez, là, il y a une scène qui m'a choqué, regardez. Il était vraiment en transe devant ça. $100 supplémentaires, c'est que vous êtes menacé de saisie et que la banque peut l'exercer à tout moment. Et si ça se produit, il n'y a rien. Elle tue la personne de sang-froid et elle fait un joli, pas un sourire, mais elle regarde bien la caméra. Il était fasciné par cette scène. Comment ça, fasciné? Fasciné parce qu'il voit la personne tuer de sang-froid, caméra qui le filme devant plusieurs personnes et ça, il était fasciné par ça. Il a dit, regarde, il n'a pas peur, il s'avance tout seul, il tue la personne directe, la caméra et tout, et il part, comme si de rien n'était. Tuer de sang-froid. C'est ce que fera Mohamed Merah en mars 2012. Il filmera lui-même ses crimes avec une caméra sanglée autour du torse, sous l'œil des surveillances vidéo. Le 19 août 2011, Mohamed Merah effectue un dernier voyage. Destination le Pakistan. Il passe quelques semaines dans les zones tribales. C'est là qu'il entre en contact avec Al-Qaïda. Les services de renseignement pensent que Mohamed Merah avait un lien avec cet homme, Moez Garsalawi. C'est l'un des leaders d'Al-Qaïda chargé du recrutement pour l'Europe. Garsalawi est d'origine tunisienne et possède la nationalité belge. Il vivait depuis 2006 dans les zones tribales pakistanaises. Selon la DCRI, c'est lui qui aurait rédigé un hommage à Mohamed Merah après la mort du terroriste. Il écrivait: un accord a été conclu au préalable avec lui pour effectuer une opération martyr sur une importante base de l'ennemi. Mais comme il me l'a dit, il préférait l'affrontement avec les armes. Ce qui lui convenait le mieux était les assassinats ciblés. Le mois dernier, un site djihadiste annonçait la mort de Moez Garsalawi, tué par un drone américain à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Mohamed Merah revient en France le 19 octobre 2011. À son retour à Toulouse, il est surveillé par la DCRI. Les services de l'antiterrorisme le convoquent au mois de novembre. Ce qui les intrigue, ce sont ses mystérieux voyages, mais aussi ses liens avec des membres de la nébuleuse djihadiste. Dans cette note, les services de police précisent que Mohamed Merah, depuis son retour du Pakistan, s'est fortement rapproché de personnes proches de la mouvance salafiste. Les factures détaillées de son téléphone montrent qu'il appelle régulièrement Sabri Esside et son référent, Olivier Corel. Nous décidons de rendre une nouvelle visite à Olivier Corel. Nous filmons la rencontre en caméra cachée. Cette fois, nous déclinons notre profession de journaliste. Bonjour, monsieur Corel. Excusez-moi de vous déranger. Vous allez bien? Ça va. Ça va? Bonjour. Je peux vous parler un petit peu? Ouais. Bon, je suis journaliste, moi. Ouais. Je veux comprendre le parcours de Mohamed Merah. Franchement, moi, je ne le connaissais pas. Si. Vous êtes la première personne qui l'a contacté à son retour du Pakistan. Je m'en fous de lui, je m'en fous de la DST, je m'en fous des juges d'instruction, je m'en fous de tout le monde même. Vous vous en foutez de la justice?
Je m'en fous de ce qu'on appelle la justice. Sabri, si vous le connaissez? Sabri, bien sûr, je le connais. Bon, Sabri, partout, il parle... Non, attendez. Il était chez moi il n'y a pas longtemps. D'accord. Sabri, là où il passe, il parle de djihad. Ouais. Là où il passe. Ouais. D'accord? Ouais. La notion de djihad dans l'islam, j'y crois. Hein, même si je suis inerte, hein, j'y crois. D'accord. Hein, j'y crois. Olivier Corel se décrit comme un djihadiste inerte. En clair, il soutient le terrorisme, mais il n'agirait pas lui-même. Fin 2011, Mohamed Merah a appris à se faire oublier. Il s'est formé à l'art de la dissimulation, enseigné dans un document fourni par les djihadistes et disponible sur Internet. Ce document, le voici, il est intitulé « Encyclopédie globale de sécurité ». Voici les recommandations à suivre. Se raser la barbe et éviter l'habillement islamique. Se procurer des armes légères. Faire attention à la surveillance téléphonique. Éviter les lieux publics qui risquent d'être surveillés. Mohamed Merah suit à la lettre ces indications. Des instructions similaires ont été retrouvées sur l'un des baladeurs de son frère Kader. Comment s'habiller pour le djihad? Quelle tenue militaire porter? Que faire lorsque l'on est suivi? Comment modifier ses habitudes de déplacement pour tromper l'ennemi? Comment tromper tout le monde pour s'intégrer dans leur communauté? Des textes qui ne laissent aucun doute sur l'intérêt de Kader et de Mohamed pour le djihad. Le 16 février 2012, Mohamed Merah commence à s'équiper. Il achète la caméra miniature qui va lui servir pour filmer ses actions meurtrières. Et le lendemain, il va rendre visite à son frère Abdel. Il vient le voir dans un but bien précis, se connecter à Internet et lui parler d'une arme. Voilà, il m'a montré ce Colt qu'il avait. Il m'a dit qu'il en avait un comme ça et qu'il aimerait bien avoir le même que celui-là. Un Colt 45. C'est l'arme qui va lui servir pour tuer. Il s'est levé en tapant, voir ah, c'est un mur, ça traverse. Là aussi, en disant ah, celui-là il est plus léger. Un flic derrière caché, en lui tirant avec mon Colt 45, s'il la prend dans le genou, je te dis pas le genou comment il a explosé. Et c'est de là, bien sûr, j'ai eu un peu peur de ses réactions et tout. Je lui ai dit écoute, Mohamed, j'ai répété encore une fois de plus, débarrasse-toi de cette merde. Il a encore insisté, il m'a dit non, non, t'inquiète, t'inquiète. Après l'assaut du raid, les policiers retrouveront plusieurs armes et des munitions sur Merah et dans l'une de ses voitures de location. Un revolver chargé posé dans le vide-poche du véhicule. Un vieux fusil mitrailleur américain datant de la Seconde Guerre mondiale. Un fusil à pompe. Une autre arme d'assaut, un Uzi de fabrication israélienne. Et le fameux Colt 45. Dès février 2012, Mohamed Merah est donc armé. Il est en phase de préparation. Il loue plusieurs voitures, mais aussi des box. Dans celui-ci, il entrepose son matériel. Et plus tard, le scooter qu'il utilisera pour les attentats. Le 4 mars 2012, une recherche sur un site marchand est effectuée avec le mot-clé « militaire ». Nous sommes une semaine avant le premier assassinat. 2 connexions Internet sont établies le 4 mars vers 23 h, depuis le domicile de Zulika Aziri, la mère de Mohamed Merah. Voici l'annonce qui apparaît, c'est une moto à vendre. Pour indiquer qu'elle a peu roulé, le vendeur précise qu'il est militaire, souvent en déplacement. De nombreuses fois, Abdel a entendu son frère clamer sa haine des militaires. Quand on entendait aux infos qu'un militaire était mort au combat, il se rentrait dans en transe. Chouette, vivement qu'on les finisse tous, voilà, des trucs comme ça.
Le 6 mars 2012, 5 jours avant le premier meurtre, Mohamed Merah se rend chez le plus grand concessionnaire de 2 roues de Toulouse. Christian Delacherie, le patron, et ses employés connaissent ce client et son passé de délinquant. Mohamed Merah achète une cagoule de ce type. Mais surtout, il pose une question qu'un spécialiste de la moto ne peut pas oublier. Il demande comment désactiver un tracker, cet instrument qui permet de géolocaliser un 2 roues partout où il se trouve. Une parade anti-vol installée en série sur les derniers modèles T-Max, comme celui-ci. La question qu'il nous a posée, effectivement, venant de lui, ça nous étonnait qu'à moitié. Bon, mais on n'en a pas fait plus qu'à que ça. Bon, on s'est dit, bon, il a peut-être des intentions. Mais bon, entre aller voler un scooter et aller tuer des gens, on est bien d'accord, il y a quand même une marge qui est difficile à franchir. Mohamed Merah est passé le 6 mars aux alentours de 15 h. La caisse du magasin garde la trace de son achat. Compte tenu du numéro de ticket de caisse et compte tenu des achats qui ont été faits avant et après, on estime que ça doit se situer aux alentours de 15 h, je veux dire. Les enquêteurs se demandent aujourd'hui si Mohamed Merah était accompagné de son frère Kader quand il est passé dans le magasin. Pour l'instant, Kader le nie. Mais un document que nous nous sommes procuré montre qu'un devis a été établi par le concessionnaire ce fameux 6 mars aux alentours de 15 h. Ce devis est au nom d'Abdelkader Merah. À 17 h, 2 heures après son passage chez le concessionnaire, Mohamed Merah vole un scooter T-Max dans cette zone industrielle. Le 2 roues était garé là, devant l'entrée de ce garage. Lors de son audition, Kader reconnaît sa participation à ce vol aux côtés de Mohamed. Mais il prétend que leur acte n'était pas prémédité. Voilà ce qu'il dira aux enquêteurs. Mohamed m'a dit brusquement de m'arrêter. Et je me suis garé. Il a disparu 1 minute, peut-être moins, puis je l'ai vu passer à toute allure. Par réflexe, j'ai décidé de suivre mon frère. Abdel se montre sceptique devant la version de Kader. Mohamed ne marche pas comme ça. Quand il s'agit de vol ou de voler quoi que ce soit, c'est bien structuré. Sa procédure, c'est soit il suit la personne jusqu'à qu'il fasse l'erreur de laisser les clés ou de laisser le moteur allumé. S'il n'y arrive pas de cette sorte, qu'est-ce qu'il fait? Il suit la personne jusqu'à savoir où est-ce qu'il habite. Et après, il fait là où il excelle le plus, le homejacking. 1 heure après le vol du scooter, comme le prouve cette facture, Kader va acheter un blouson de moto. Ce blouson, Mohamed Merah le portera pendant ses attaques meurtrières. Pour moi, il était bel et bien au courant. Et même, ils étaient carrément, lui, Mohamed, Kader et la 3e personne, ils étaient partis en chasse pour trouver ce 2 roues. Kader n'a pas voulu révéler l'identité du 3e homme. Il dira seulement aux enquêteurs que c'est un ami d'enfance du quartier des Isards. Moi, je vois que celle que Kader a convertie dans le salafisme, cette personne, c'est une personne du genre du voyage. Quelques jours plus tôt, l'une de nos sources nous a envoyé un SMS pour nous mettre sur la piste de ce gitan converti au salafisme par Kader. C'est quelqu'un qui était très proche de Sabri, Abdelkader et Mohamed. Ça fera avancer vos investigations. Avec Abdel, nous partons à la recherche de ce converti. Nous allons découvrir que cet homme a quitté Toulouse au lendemain des tueries. Depuis 7 mois, plus personne ne l'a vu. Il semble avoir complètement disparu. Abdel décide de téléphoner à l'ex-épouse de cet homme. Oui, bonjour, c'est Abdel. Abdel Ghani, le frère à Kader. Je sais où tu peux parler. C'est négatif. Si tu as envie de voir lui, tu vas le trouver là où il est. Moi, avec lui, je n'ai plus rien à voir. Et ce qu'il a pu faire, je ne veux rien savoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais je vois. Abdel, là, je parle avec moi. Je sais de où tu vas venir. Donc, c'est négatif. Je n'ai pas parlé de quoi que ce soit. Abdel, je suis pas bête. Mais tu peux me dire où est-ce qu'il est, que je puisse aller le voir? Je sais même plus s'il est à Toulouse. Il a même plus de numéro, il appelle surmasqué, je sais même pas où il est.
Ce qu'il y a à savoir, je le sais déjà. Donc après, voilà. Je voulais savoir, c'est lui qui a participé au vol avec Kader et Mohamed pour le scooter. Mais attends, tu déconnes là. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Franchement. Excuse-moi. Je comprends pas pourquoi il se cache. Vous avez vu quand j'ai commencé à parler de Kader? Comme elle a raccroché? Une piste pour l'instant inexplorée. Peut-être une des clés de l'affaire Mera. 5 jours après le vol du scooter, Mohamed Mera va passer à l'acte. Ses premières cibles, de jeunes militaires choisis au hasard. Les 11 et 15 mars 2012, Imad Ibn Ziaten, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad tombent sous ses balles. Loïc Libert est grièvement blessé. Le 19 mars, le tueur choisit une nouvelle cible. Cette fusillade donc à Toulouse, on l'a appris il y a seulement quelques minutes. Un homme qui était sur un scooter garé à proximité a ouvert le feu sur les élèves. Cette fois, ses victimes sont juives. La plupart sont des enfants. Un crime antisémite perpétré devant une école. Myriam Monsonego, Arié et Gabriel Sandler, ainsi que leur père Jonathan Sandler, sont tués à bout portant. Brian Bijawi est blessé. La France entière est sous le choc devant une telle sauvagerie. Pendant plusieurs jours, l'émotion est intense. Les enterrements des victimes sont retransmis à la télévision. Un hommage national est rendu aux soldats assassinés. Identifié par les services de renseignement, localisé rue du Sergent Vignier où il s'est réfugié dans son appartement, Mohamed Mera est assiégé par les hommes du raid le 21 mars. Les négociations commencent, elles vont s'éterniser. Mera déclare qu'il est en mission, qu'il a d'autres objectifs. Le siège dure 32 heures, il s'achève par un assaut du raid et une violente fusillade. Mohamed Mera est abattu alors qu'il tente de fuir par la fenêtre de son appartement. Le tueur a laissé derrière lui un testament de 5 pages que nous nous sommes procurés. Mohamed Mera se décrit comme un soldat d'Al-Qaïda, un texte manuscrit, truffé de fautes d'orthographe et de formules empruntées à la propagande des terroristes islamistes. Vous, les Français, nous vous combattons comme vous combattez mes frères en Afghanistan, en Algérie et en Somalie. Vous combattez le monde pour instaurer votre démocratie, alors que celle-ci déborde d'injustice, de perversité et de corruption. En fin de testament, Mohamed Mera s'adresse au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Il assure que d'autres attentats vont suivre. Toi, Sarkozy, ainsi que tes adeptes, sachez que ces premières opérations ne sont qu'un début. Et avec la permission d'Allah, d'autres suivront. Plus de 7 mois après les faits, des questions subsistent à propos de l'affaire Mera, notamment sur les défaillances du renseignement français qui n'a pas su évaluer la dangerosité de cet islamiste, surveillé pourtant depuis 3 ans. Qui a financé ses voyages? Qui lui a procuré des armes? Et surtout, Mohamed Mera avait-il des complices? Abdel n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi son jeune frère, un Français de 23 ans, a ainsi sombré dans la barbarie. Il dénonce le salafisme. À cause de cette doctrine, à cause de cette secte, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu le reste des membres de ma famille, et mon frère a tué 7 personnes. 7 vies, ça c'est un truc que j'arrive pas à imaginer que mon frère a fait ça. Pourquoi t'as fait ça, Mohamed?
Aujourd'hui, Abdel a rompu avec tous les membres de sa famille. Il veut tourner la page et se reconstruire loin de Toulouse, aux côtés de sa compagne et de son fils.